Bonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours sur Nexus avec David Van Emelryk, le pilote à la banderole destitution, et qui nous avait parlé il y a quelques semaines, quelques mois, de ce qu'il se passait en Ukraine. Il est un des seuls à parler de cela parce qu'il a des contacts sur place, un entourage sur place, et qui lui raconte ce qui se passe avec les kidnappings littéralement des, entre guillemets, volontaires dans l'armée ukrainienne. Et là, David, tu me parlais hors micro tout à l'heure de choses que tu n'avais pas dites la dernière fois. Par quoi tu voudrais commencer? Je crois que les gens ont conscience que la guerre est un business, mais ils s'imaginent que c'est que Zelensky et quelques fournisseurs d'armes qui s'en mettent plein les poches. Alors évidemment, eux, ils sont très organisés, donc on a du mal à le prouver. Mais en fait, la guerre est un business à tous les niveaux. Évidemment, les militaires sont censés être bien payés en Ukraine. 2000 € par mois pour accepter de se faire trouer. En fait, il n'y a pas de volontaire. Néanmoins, cet argent qui arrive et qui est redistribué aux familles est devenu une des sources principales d'entrée d'argent payée par l'Europe dans la société ukrainienne. Et ce qu'on ignore, c'est que les hommes ne voulant pas être volontaires se cachent. Ça a des conséquences. Ça veut dire que dans la rue, ce sont essentiellement des femmes. Ça veut dire que certains business fermeraient complètement. Les restaurants où monsieur invite madame, ça a quel sens s'il n'y a plus que des femmes qui peuvent sortir de chez elles? Et donc, typiquement un restaurateur, pour continuer à exercer, à avoir du business, il va vouloir que son business devienne un lieu où il n'y a pas d'enlèvement. Si ça se sait qu'il y a eu un enlèvement chez lui, plus personne n'y va. Et de temps en temps, ben ça se sait là, les kidnappeurs, les TTSK, font une descente dans tel restaurant. Pour ce restaurant, c'est fini. Il n'y aura plus de vie économique. Un peu comme le contrôle des passes, mais en pire, parce que c'est pas une petite amende. C'est on part au front et on se fait trouer. Durée de vie d'un volontaire, enfin d'un recruté dans l'infanterie, 1 mois. Voilà. L'entraînement, et puis après 1 mois dans une tranchée, et après il n'y a plus d'Ukrainiens. Enfin, ou s'il revient avec une jambe en moins, et il fait partie des chanceux. Donc, on ne parle pas des gueules cassées ukrainiennes, on n'en parle pas là-bas. C'est tabou. Mais en Ukraine, ce n'est pas tabou. Les gens savent, les gens ne veulent pas être volontaires, les gens ne veulent pas se faire trouer pour Zelensky. Mais ils n'ont pas le droit de le dire, sinon leur famille devient la cible numéro 1. Donc tout simplement, de manière passive, active, ils se cachent et ils organisent leur protection. Et pour avoir une vie, s'il faut sortir, ils vont dans les endroits considérés sûrs. Et donc un restaurateur, comment il fait pour que les TTSK viennent pas chez lui? Il paye. Et il y a des chaînes de pyramides au sein de l'armée, même un volontaire, enfin un volontaire non, donc un soldat au front, s'il veut une permission à laquelle il a le droit, en général il faut qu'il paye. Donc il y a un système pyramidal pour enrichir les officiers dans les armées ukrainiennes, mais encore plus flagrant dans les centres de recrutement. Celui qui ne veut pas être recruté, s'il s'est fait prendre, il peut payer 2000 $ dans la voiture, qui vient de le prendre, il est menotté dans une voiture, voilà, 2000 $ tout de suite. Ou 5000 $ si on l'emmène jusqu'au centre de recrutement. Pourquoi? Parce que 2000 $, ça va disparaître dans la poche des gars qui l'ont attrapé. Mais s'il arrive jusqu'au centre, il faut partager avec le patron du centre. Donc, le prix monte. Et c'est aussi pour que la personne ait le plus vite envie de cracher 2000 $ pour survivre. Et s'il n'a pas les 5000 $ tout de suite, alors ça va augmenter. Il y a cette manière comment on dit déjà, racketter l'Ukrainien moyen qui veut survivre. Mais donc, je vous parlais du restaurateur. Une entreprise de kidnapping et de racket qui sait travailler comme ça sur du racket, où est-ce qu'il est le pognon? Chez les restaurateurs. Et donc, ils leur font cracher l'argent de protection. C'est devenu une mafia. Et vous l'entendrez que si vous parlez à des Ukrainiens locaux là-bas sur place, ou éventuellement les chaînes anonymisées de Telegram. Mais en aucun cas, vous le verrez sur des sites. Quel journaliste présent encore en Ukraine en parlerait? Ce serait la sanction immédiate, ce serait qu'on lui fait sauter sa protection et il part au front, sans parler de sa famille. Donc,
l'État dispose comme moyen de motivation des gens si vous dites un mot de travers, vous partez au fond. On vous fait sauter votre protection. Et tout le monde cherche à payer pour avoir la protection. Y compris les restaurateurs. C'est pour ça que je dis que la guerre est devenue un business. Elle a changé complètement l'état d'esprit de tous les Ukrainiens. Il y a ceux qui sont partis et qui essaient d'avoir un peu de sous, de l'aide en Allemagne. Voilà, il y a 80% des Ukrainiens qui n'ont pas trouvé de boulot, entre guillemets. Ben non, on sait tous qu'ils touchent les aides, le logement, les aides, et puis s'ils ont un boulot au black, tant mieux. Je ne veux pas généraliser à 100%, mais quand on regarde les stats, c'est la majorité. En France, je connais pas assez bien la situation des réfugiés en France, et surtout, je ne veux pas accuser tout le monde. Il y a aussi des situations catastrophiques. Mais si on regarde les stats, la grande majorité des réfugiés sont des Ukrainiens de l'Ouest, c'est-à-dire ceux qui se reçoivent jamais de bombes sur la figure. Mais c'était aussi les plus malins quand l'offensive a commencé pour sortir du pays. J'entends souvent, j'ai des gens qui voulaient déjà sortir du pays avant et qui attendaient juste un prétexte. C'est ça votre théorie? Oui, ou qui ont déjà les voitures aussi. Pour organiser sa fuite, quand c'est le désordre dans le pays, qu'il n'y a plus de transport en commun, quand la frontière n'était pas encore fermée, il fallait pouvoir sauter sur l'occasion. Donc il fallait pouvoir disposer d'un véhicule. Et ceux pour qui avaient déjà un plan d'expatriation et pour qui la guerre a représenté une chance, c'est une frange particulière de la population ukrainienne. J'entends beaucoup de mauvaises langues dire les Ukrainiens c'est des profiteurs, ils prennent de l'argent. Enfin, j'entends des choses qui moi m'étonnent parce que les Ukrainiens que je connaissais d'Ukraine c'est des gens extrêmement attachants, capables de se dévouer pour le prochain. Moi ça m'avait choqué quand j'étais monté dans un marche-route. C'est les bus un peu comme en Afrique, genre le petit bus de campagne, il y en a plein partout. Et ben on monte, on est au fond du bus et on voit de l'argent qui passe de main en main. C'est pour payer. Il n'y aura pas de ticket. Chacun a juste la conscience professionnelle, la conscience, l'honnêteté, et l'argent circule comme ça dans un sens. Et la monnaie, si on a trop payé, revient en sens inverse. Un autre jour, j'étais en Ukraine, un petit enfant me tient par la main et me tend de l'argent. La scène contraire de ce qu'on imagine de certaines populations qui viennent vous demander de l'argent. Et la mère me dit, n'ayez pas peur, c'est tombé de votre poche, il a trouvé. Ce que je veux dire, c'est que l'Ukrainien que vous ne voyez pas, qui est là-bas, c'est un être dévoué, un slave avec la conscience chevillée au corps, un être finalement un peu manipulable par la clique de Zelensky, en mode défendez votre patrie, et voilà. Et même ceux-là, il y en a plus des volontaires parce qu'ils ont commencé à comprendre la corruption du régime. Et ceux que vous voyez parfois en Europe, c'est les plus malins. Ceux qui se sont enrichis dans la vague de mafia des années 90, et qui ont des voitures, c'est pour ça que vous les voyez avec des super grosses voitures, qui sont dépêchés de franchir la frontière et de toucher le beurre et l'argent du beurre de la guerre. On en a vu, sur quoi tu t'appuies pour parler de ça, parce qu'on a vu certains qui ont fuyé une misère aussi là-bas, arrivent dans une misère en France. Il n'y a pas que les plus... Il n'y a pas que ça, mais ceux qui se sont le plus vite organisés, parce que très vite, il y a eu des lois pour empêcher les Ukrainiens de sortir de leur pays. Donc, les hommes que vous voyez en Europe, ce sont des hommes ukrainiens, c'est soit ceux qui travaillaient avant, en Europe, avant la guerre, toute petite minorité, soit ceux qui se sont dépêchés les 4 premiers jours, alors qu'il y avait des kilomètres de queue. Et cela est organisé. Ils avaient des grosses voitures, etc. Ou ceux qui ont le pognon pour payer des réseaux mafieux pour passer la frontière. Donc, je ne vais pas jeter la pierre sur tous les Ukrainiens, comme je vous dis. La plupart des Ukrainiens ont un patriotisme, une générosité, une honnêteté incroyable, mais ils sont là-bas coincés dans leur cave, à se cacher de la mafia qui gouverne. Et il y en a d'autres ici, en Europe, qui ont profité de la guerre. Et donc, voilà, la guerre est un business. Tout le monde en profite, sauf ceux qui sont coincés dans leur cave et qui ne veulent pas perdre une main ou une jambe pour Zelensky. Donc c'est cruel, c'est cruel. Il y a ceux qui s'en mettent plein les fouilles, et c'est pas que l'élite tout en haut, et ceux qui essaient de survivre. C'est passionnant ce que tu racontes, et ce que tu racontais aussi tout à l'heure, c'est que finalement, il y a toute un nouvel écosystème qui se met en place, où en fait les mecs restent enfermés chez eux, presque confinés, et c'est la femme, finalement, de ce que tu disais, qu'on comprend, qui va aller faire les courses, va aller dehors chercher ce qu'il faut.
ça crée des bouleversements de déplacement. Bon, la guerre, on crée forcément, mais moi, là, ça va très loin. J'ai une amie qui avait réussi à sortir du pays, parce que c'était pas interdit, et a commencé à refaire sa vie, apprendre la langue du pays où elle s'était expatriée. Et au bout moi, j'étais en contact avec elle, on dansait même ensemble. Et elle est repartie en Ukraine. Pas parce qu'elle aime la situation, les bombardements, tout ça, c'est stressant. En fait, ça tombe pas, en général, s'il y a 100 missiles et qu'il y a 3 morts, ça veut bien dire que les missiles visent pas les civils. Mais c'est stressant, parce qu'on sait jamais si ça tombe dessus quand même. Personne n'a envie de mourir sous une bombe. Donc c'est stressant. C'est une atmosphère stressante. Et elle est rentrée au pays. Pas par gaieté de cœur, mais parce que son mari était là-bas. Et même pas parce que c'est le grand amour, mais simplement par conscience d'épouse. Pourquoi aller s'amuser en Europe ou refaire sa vie si le mari il est coincé dans la cave et que s'il sort pour s'acheter de la nourriture, il peut être kidnappé par les recruteurs kidnappeurs. Et donc par conscience d'épouse, elle est retournée s'occuper de son mari. Comme un bébé qui peut pas sortir de sa cave. J'ai quand même, c'était la situation pendant presque 1 an et demi, il n'était pas sorti. Et au bout d'un moment, c'est pas vivable de juste vivre sous terre. Donc, j'étais très surpris. Elle me dit, on est allé à telle ou telle soirée. Et c'est là que j'ai compris que les Ukrainiens savent les endroits sûrs qui ont des arrangements pour pas se faire, qu'il y ait une razzia de la mafia des recruteurs. Donc, il y a une vie sociale qui s'organise, marginale. La comparaison est pas flatteuse, mais comme si les rats savent où aller grignoter, mais il faut aller se cacher sous terre quand même, quoi. C'est affreux. La guerre va avoir des conséquences long terme. En gros, si vous avez souffert du Covid, imaginez ça fois 100, avec au lieu d'un vaccin où c'est peut-être dangereux et par conscience il faut pas le faire, et ben vous partez et c'est sûr que vous allez survivre à peine 1 mois. Passionnant. Merci David.